c'était comme si j'avais retrouvé quelque chose que j'avais perdu. Un peu, ça peut arriver, c'est une sensation très étrange. On connaît pour la première fois quelque chose, donc dans mon cas c'était la sculpture, parce que je ne faisais pas avant, personne dans la famille ne le fait. Mais dès que je l'ai vu, j'ai reconnu quelque chose que j'avais vécu peut-être bien avant et que j'avais perdu de vue. Et là, c'était quelque chose que je venais de retrouver. Quand je commence une sculpture, je suis assez lève-tôt, mais c'est pas que je viens ici, je commence. Il faut que je descende dans un état de conscience, d'action consciente, de connexion, où les choses se font plus facilement. Il y a des jours où c'est beaucoup plus dur à rejoindre cet état, où effectivement tu es vraiment porté, et d'autres jours en fait où effectivement c'est une période que moi j'appelle celle du fil d'or, c'est-à-dire c'est comme si quelqu'un fait tomber du ciel un petit fil d'or et tu tires. Et en fait la création elle vient de façon très facile. C'est presque c'est étonnant de voir comment les choses y prennent place, y prennent forme sans effort. C'est sûr que si on retourne sur le sujet de la figure humaine, il y a toute une histoire de l'art qui est extrêmement nourrie des références autour de la figure humaine, qui sont en peinture, en sculpture. Mais si on reste sur la sculpture, ce qui m'a influencé, c'est plutôt une période, c'est la période égyptienne, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a beaucoup capturé en termes vraiment de force. Évidemment, si on parle en étant italien, il y a les références classiques italiennes, on peut avoir Donatello, Benvenuto Cellini, Giambologna, il Bernini. Mais c'est pas forcément là que moi je cherchais, qu'il y avait, on peut dire, ma pépite d'or, hein, ce qui m'attirait. C'est plutôt dans l'époque égyptienne, c'est plutôt là. Mais c'est vrai qu'en général, tout ce qui est calme, tout ce qui est hiératique, ça m'a complètement subjugué, ça m'a attiré. Et aujourd'hui, mes figures sont plutôt proches de ce qui pourrait être l'art égyptien, si on veut, plutôt qu'à les sculptures de Giambologna ou de la baroque ou de la Renaissance. Je ne soigne pas trop la forme, elle est toujours sommaire, mais ça m'aide à garder un plan. Et après, il y a la véritable construction, ça vient après. Je suis à la même étape des sculptures grecques. C'est parce qu'à l'époque, on avait plusieurs modèles pour la même tête ou pour le même corps. On avait quelqu'un qui posait pour les mains, quelqu'un parce qu'il avait des belles oreilles, quelqu'un parce qu'il avait un bonnet. Et on rassemblait tous ces détails ensemble et ça donnait effectivement un visage qui était personne. C'est-à-dire que c'était une accumulation de détails. Pour moi, ce n'est pas vraiment ça, c'est plutôt le fait que je me nourris tellement de la figure humaine quand je regarde, quand je me balade, quand je rencontre les gens, que tout me reste un peu dans la tête. Et après, une fois que c'est le moment de s'activer pour réaliser l'œuvre, tout sort et c'est là qu'après se manifeste ce qui se manifeste. Semplicità è la sofisticazione ultima. La simplicité, c'est la sophistication la plus élevée. Traitement sur les visages, sur les corps qui se limitent parfois vraiment à des traits absolument minimalistes. Vraiment, tu te dis à quoi ils pensaient quand ils ont fait ça, mais quand on voit la sculpture, on voit quelqu'un qui joue aux cartes, on voit quelqu'un qui parle, alors que le personnage, il n'est pas du tout modélé avec une attention anatomique particulière. Et juste son impostation, c'est l'âme du personnage est capturée. Donc ça c'est révélé. Il n'y a pas école d'art qui tient là-dedans. Là, c'est une question de sensibilité du sculpteur. C'est ça ce que je cherche, en fait.
toujours un degré d'insatisfaction dans les résultats. Je pense que ça peut être salutaire dans la mesure que ça crée pas mécontentement, mais on sent qu'on n'est pas arrivé au bout, on pourrait aller plus loin, mais ce vide, on va le combler sur la suivante, sur la sculpture suivante. Mais dans la sculpture suivante, ce vide va être comblé, mais il y en aura un autre qui va se créer. Et du coup, ça crée un effet volant, une sorte de masse inerte qui tourne et qui crée un mouvement actif de création qui, en tout cas pour moi, m'entraîne sur la distance. C'est comme une sorte de question qui reste toujours suspendue. Donc on peut toujours faire mieux. Ce qui compte, c'est vrai, c'est le résultat, mais c'est aussi le pendant, ce que je développe en termes émotionnels pour moi pendant que je réalise l'œuvre. Comment j'ai grandi pendant que je fasse l'œuvre. Parce que chaque œuvre, c'est vrai, il y a finalement une figure, quelque chose de concret qu'on touche, qu'on a devant nous, mais pour moi, la sculpture, elle s'est créée déjà à l'intérieur de moi pendant les jours ou les mois qui se sont écoulés pour la réaliser. Et ça, pour moi, c'est un trésor. Et quand ces périodes, je ne la vis pas à plein, et que je ne suis pas forcément centré, conscient de ce que je fais, ça, pour moi, c'est un regret. Je pense que quand on est comblé, quand il y a quelque chose vraiment à l'intérieur qui se comble, je pense que c'est bon. Par contre, quand on reste sous sa faim, on sent qu'il y a quelque chose qui reste un peu en suspension et on n'a pas envie de s'y confronter pour une question vraiment de période qui est émotionnellement compliquée, fatigue, période trop intense où on a envie un peu d'arrêter et d'aller se balader, se promener. Voilà, là, si on n'a pas le choix, mais j'aurais tendance à dire c'est là qu'il faut résister. J'étais parti un peu du conte de Jean Genot, de l'homme qui plantait les arbres. Le fait de cette personne qui se lève tous les matins et va chercher à planter ses graines pour faire pousser les arbres, ces 100 graines de chêne. C'est un peu comme ça que j'ai voyé un peu le chemin de l'homme, de planter, de cultiver, de protéger certaines graines. Et la graine, ce qui m'a fasciné, c'est qu'en nature, quand on va acheter une pomme, on se concentre sur la beauté de la peau de la pomme, sur la valeur nutritive du fruit, évidemment. Hein. Et finalement, ce qu'on croque, c'est ce que la nature a inventé pour nous intéresser en fait, à ces fruits, parce que finalement, le cœur le plus important, c'est au milieu, c'est la graine qui porte l'information. La pomme, la chair de la pomme, elle est destinée en tout cas à périr, alors que la graine va perdurer. Et j'aimais bien pouvoir penser la même chose, on va dire comparé à l'homme, hein, le corps qui est destiné à disparaître, et alors que l'esprit, j'aime bien penser qu'il puisse continuer à voyager dans le temps, dans l'espace et dans l'univers en général. Quand j'étais à l'école de sculpture, on devait faire un personnage en taille comme celle-ci, en bois. Du coup, j'étais
j'étais tellement absorbé par la sculpture de ma main. Et du coup, la main il avait une partie de la main qui était derrière sur la cuisse et l'autre partie qui était cachée derrière la cuisse. Donc la main, elle était en quelque sorte un peu en forme de demi-lune. Et j'étais tellement absorbé par les doigts de la main que j'avais bien réussi mon travail, mon job. Anatomiquement, tout était parfait. J'étais vraiment content. Et du coup, j'ai montré à l'époque à mon prof de sculpture. Et il m'a dit, bah oui, c'est super ce que tu fais, c'est super. Sauf que tu as fait 6 doigts. Il y a quelque chose qui dépasse le corps et qu'on le vive tous les jours, chacun à sa façon. Et pour moi, c'est aussi, on va dire, esthétiquement, le fait de revivre peut-être ce que toutes les civilisations du monde, dans les époques anciennes et jusqu'à modernes, ont représenté artistiquement, chacun à sa façon, dans les peintures, dans le vestimentaire, c'est-à-dire toujours quelque chose qui enrichit le sommet du crâne. Donc, qu'ils soient les pharaons avec toujours leur chapeau, toujours leur coiffe, les Mayas, les Aztèques, beaucoup de vestimentaires africains, les auréoles dans les peintures chrétiennes, mais bien avant encore l'hindouisme. Donc, les représentations des divinités hindoues avec toujours quelque chose qui entoure le sommet du crâne. C'est vraiment une tendance à souligner que le sommet du crâne reste presque comme une antenne pour capter quelque chose qui vient d'ailleurs. Et évidemment, les formes changent. Parfois, c'est que des auréoles circulaires, parfois, ils prennent des formes géométriques. Mais c'est des choses, en fait, c'est des images, c'est des directions que je prends en sculpture de façon instinctive. Quand je fais une sculpture, quand je dessine un personnage, je ne peux pas m'empêcher, quand j'arrive au niveau de la tête, de ne pas le charger, de ne pas l'agrandir. Voilà. C'est un peu comme l'arbre qui déploie ses feuilles pour capter la lumière. Pour moi, l'homme, voilà, à un moment donné, quand on arrive sur cette zone du corps, mais même dans son entièreté aussi, l'homme, voilà, je le vois comme un être qui se déploie après pour capter autre chose qui va au-delà de lui.